Le gros avantage, c'est que Damien Penaud a eu une semaine pour se remettre pleinement de toute la fatigue qu'il a dépensée déjà lors des 3 premières journées. Oui. Et c'est une très bonne chose parce que le 15 de France va pouvoir compter sur un joueur frais, supplémentaire. Et puis bon, après on connaît le talent offensif et puis surtout l'audace et le culot de Damien Penaud qui, bien sûr, si Yoram Moefana n'a jamais été pris à défaut, sur son poste, on a quand même vu sur ses duels. Et je n'enlèverai rien à ses qualités athlétiques, ses appuis, tout ça. On voit que ce mec a vraiment de la dynamite dans les jambes. Mais il n'a pas les mêmes habitudes. Puis le même culot, vraiment, c'est cette. Le 1 contre 1, quoi. Ouais, on voilà. l'a vu, il y a une action, on se dit tous, si c'était Damien Penaud. Et oui, voilà. Et c'est vraiment un peu le même genre de joueur que Teddy Thomas, quoi. Un mec qui prend le ballon, puis qui va vraiment avoir envie de jouer ce duel, et puis qui va le faire, qui va tenter des trucs fous. Donc je pense que ce retour, c'est une bonne chose. Ouais. Alors Jérémy Fada, qui avait fait la 3e mi-temps avec nous vendredi soir, parlait d'un des meilleurs ailiers du monde aujourd'hui, Damien Penaud. Est-ce que pour toi, Simon, c'est un des meilleurs ailiers du monde, c'est sûr? Est-ce que c'est peut-être le meilleur ailier aujourd'hui, Damien Penaud, en 1 contre 1 en tout cas? On l'a vu face à l'Irlande mystifier l'arrière Keenan en 2 mètres avec un cadrage de débordement. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir Damien Penaud sur l'aile, il n'y a aucune autre équipe dans le monde qui a un ailier de cette qualité? C'est quand même difficile à dire parce qu'il y a quand même du monde en Nouvelle-Zélande, il y a du monde en Irlande. Je pense à James Lowe aussi qui est quand même vraiment excellent. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment le meilleur ailier du monde, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le 15 de France a besoin de cette spontanéité, de ce sens de l'initiative qu'il a, de vraiment le fait de jouer les coups et souvent de les remporter, il faut le reconnaître. Et ça vraiment c'est quelque chose qui peut faire très mal aux Anglais qui eux sont légèrement diminués dans leur ligne de 3 quarts. C'est un vrai facteur X, quoi. Victor, je crois que c'est vraiment le terme, quoi. Facteur X, non, Damien Penaud. Parce qu'on a souvent reproché c'est un peu lacune défensive à Damien Penaud, mais on se rappelle tous bien sûr son interception face à la Nouvelle-Zélande. Il aime bien monter en pointe et casser cette ligne de défense, mais souvent ça paye. Alors quelquefois ça a coûté cher au 15 de France, mais est-ce que Damien Penaud c'est accepter le risque de prendre un coup de pression, on va dire, en tant que supporter, mais être rassuré une fois qu'il a le ballon dans les mains quand même? Après, c'est vrai qu'il a ses initiatives aussi en défense. Alors, le gros avantage, c'est qu'il communique très bien. Bon, à côté de lui, on rappelle qu'il a quand même Gaël Ficou, qui est tout simplement le patron de la défense des Bleus. On le rappelle, quelqu'un en qui l'entraîneur de la défense, Sean Edwards, a une confiance absolument aveugle et on le comprend. Il le lui rend bien. Voilà, il le lui rend bien. Donc, c'est vrai que Gaël Ficou peut aussi couvrir des choses et surtout, on a l'impression que Damien Penaud, il communique bien quand même aussi avec Melvin Jaminet. Il y a aussi, il faut rappeler aussi le rôle très important d'Antoine Dupont, l'activité d'Antoine Dupont dans le deuxième rideau, ces choses-là. Donc en gros, ouais, c'est vrai on se sent rarement en danger, même si Damien Penaud, c'est vrai que défensivement, il a tendance aussi à tenter ces coups-là. Mais après, avec son gabarit, sa rapidité, sa faculté aussi à se retourner rapidement, le bougre, il s'en sort tout le temps. Donc pourvu que ça dure, j'espère qu'il va pas nous faire, qu'il nous fera pas faux bon. Voilà quoi. De toute façon, il y avait quand même pas vraiment débat à partir du moment où Damien Penaud est rétabli. On savait tous que Damien Penaud allait démarrer ce match s'il était à 100% de ses capacités. D'autant que Yoram Moefana a été touché au genou. En plus, voilà, mais voilà, maintenant il y a plus. C'est un cas méchant pour Yoram Moefana qui a tenu son rôle. Qui a donné largement satisfaction en Écosse et au Pays de Galles. Décisif parce que c'est lui qui dézone aussi. C'est sur le premier essai des Gallois. Justement, et puis quand on parle défense, on sait aussi qu'il y a l'autre ailier, c'est un petit ailier casqué, je sais pas si vous l'avez oublié, mais Gabin, qui si Damien Penaud monte en pointe, il est ailier, t'es sûr? Mais il joue 3ème ligne, enfin il couvre 2 postes en fait. Des fois, il est 3ème ligne. Et Aldrit et Gabin Villiers de dos, attention quand même, heureusement qu'il y a un numéro. Pour rester dans le 15 de départ, Simon, on va un peu se rapprocher de la mêlée. On l'avait vu sortir à la mi-temps au Pays de Galles. Je parle bien sûr de Winnie Antonio, qui d'après Vincent Bissonnet, qui était notre envoyé spécial pour le Midi Olympique à Cardiff, le Rochelet était grippé, mais confiance totale en Antonio de la part du staff français. Il est une nouvelle fois titulaire, donc c'est quand même, ça va le remettre en confiance. On espère qu'il est complètement guéri et qu'il pourra dominer
peut-être une mêlée anglaise qui a fait forte impression quand même, il faut le dire, face à l'Irlande. Alors justement, je sais qu'on va parler des forces en suivant de cette équipe anglaise, des secteurs qu'il faudra redouter, et la mêlée fermée en fait vraiment partie, donc on va garder un peu le sujet. Mais effectivement, même à Winnie Atonio, la confiance est maintenue en ce joueur, mais même en la première ligne française, quoi. Je veux dire, ça c'est un des enseignements de cette tournée. On a vraiment la première ligne déjà Baye Marchand, c'était indéboulonnable. On a maintenant le troisième larron, quoi, qui alors bien sûr il y a le match n'est pas terminé avec Mohamed Aouas, hein, attention, et puis je parle même pas de Demba Bamba qui lui aussi peut apporter à ses qualités propres et qui font très très mal aux adversaires. Mais oui, clairement, il y a cette première ligne qui s'est détachée. Puis force est de constater qu'elle apporte de la satisfaction au staff. Et Winnie Atonio aussi a cet avantage de porter le ballon, de causer des dégâts considérables dans les défenses adverses. Donc voilà, c'est ce qu'il va devoir apporter face à l'Angleterre. Parce que justement, on parlait du match avec Mohamed Aouas, mais on a l'impression qu'il y a 2 postes dans ce 15 de départ. Alors j'ai dit que c'était l'équipe type aujourd'hui, mais on sait que le poste d'arrière et le poste du pied droit, il y a encore un petit peu débat. Tu en as parlé avec Mohamed Aouas, et c'est là où on pouvait être un peu inquiet par rapport à Winnie Atonio, où on se disait... C'est peut-être la brèche. Alors Mohamed Aouas n'a pas fait une entrée fracassante au Pays de Galles, il a quand même fait le boulot, mais on se disait peut-être que le Rochelet va coûter cher cette première mi-temps. Après, s'il était grippé, il y a des choses qu'on ne connaît pas nous en tant qu'observateurs en dehors du terrain. Mais bon, c'est bien quand même qu'il le réaligne face à ce match, cette finale pour le Grand Chelem, Atonio. Oui, tout à fait. Je te rejoins sur le fait que c'est vrai qu'à ce poste de pilier droit, la concurrence, on voit bien que dès qu'il y en a un qui a une petite faiblesse, il y en a un qui est prêt l'autre est prêt à pointer le bout de son nez. C'est la même chose à l'arrière avec Melvin Jaminet qui n'avait pas apporté vraiment toutes les garanties nécessaires sous les ballons hauts. Et tout de suite, on voyait bien que Thomas Ramos n'était pas très loin. Et on pense aussi à Brice Dulin qui fait les allers-retours du lundi au jeudi, qui aura fait les allers-retours du lundi au jeudi avec l'équipe de France. Donc c'est vrai que c'est des postes où on a une concurrence très serrée. Et après Mohamed Aouas, on peut aussi dire qu'il manque forcément de temps de jeu. Il n'a pas encore retrouvé son niveau optimal. Mais si on retrouve le Mohamed Aouas qui portait le ballon, qui plaquait comme un troisième ligne, comme ce qu'on avait l'année dernière, c'est tant mieux pour l'équipe de France. Il a quand même pris le dessus un peu sur Demba Bamba. Là, on le voit, c'est peut-être pas un désaveu, mais justement, il est plus dans le groupe. On va parler de Demba Bamba, mais je vais en profiter pour dire le banc des remplaçants, parce que je dis le 15 de départ. Donc bien sûr, là aussi, pas beaucoup de surprises. Numéro 16, Peato Mouvaka, bien sûr. Jean-Baptiste Gros, remplaçant pilier gauche. Mohamed Aouas, on en a parlé, remplaçant pilier droit. Romain Taofenois, la poutre qui fait son retour avec le numéro 19. Ça fait plaisir. Thibaut Flamand et Dylan Crotin pour couvrir les postes, deuxième ligne pour le Toulousain et troisième ligne pour le Lyonnais. Maxime Lucu et Thomas Ramos, les arrières. Donc on en a parlé de Demba Bamba. Tu voulais parler du Lyonnais. Justement, dans ce banc de remplaçants, il n'y figure encore pas par rapport à l'équipe qui a disputé le match face au Pays de Galles. C'est inquiétant parce qu'on a l'impression que le Lyonnais, ça y est, a perdu sa place dans les 23, dans la tête du staff français en tout cas. C'est difficile, hein. Enfin, il faut faire à chaque sélection, il faut faire des choix. C'est vrai que il faut qu'on ait 3 piliers performants en équipe de France et surtout 3 piliers qui soient capables de porter les ballons, de casser les défenses. Et c'est super parce qu'on les a. Il faut aussi se dire qu'on les aura pas tous en même temps. On n'est pas à l'abri de blessures. Donc il nous faut de la réserve. Et c'est pas grave si, c'est sûr que c'est dur pour le joueur parce qu'on n'a pas grand chose à lui reprocher. Mais cette équipe de France a besoin d'une réserve, quoi. Et c'est une bonne chose qu'il y ait 3 piliers droits vraiment de ce profil-là. Parce que c'est de plus en plus... j'allais dire c'est de plus en plus rare. Non, c'est tout simplement rare, quoi. Il nous faut des joueurs qui puissent être actifs dans le jeu et ce sera tant mieux pour la Coupe du Monde 2023. Et moi, tu vois, moi je suis quand même un joueur à la grande mêlée, tu le sais, Simon. On est bien sûr, des joueurs à la nous grande sommes mêlée. tous des joueurs à la grande mêlée. Moi Demba Bamba, super sub tous les jours, quoi, sur mon banc pour entrer, casser des plaquages et tout. Qu'est-ce qui lui manque en fait? C'est quoi? C'est son apport en mêlée peut-être, des fautes? Apparemment oui. Alors moi je vais pas jouer l'arbitre international et vous dire que lui il est plus friable en mêlée, mais apparemment oui c'est ça. Et puis aussi surtout il y a des joueurs comme ça qui ont un tel impact physique quand ils font leur entrée en jeu qu'on n'a pas d'autre choix que de les mettre impact player. Mais je vous rappelle que ça a été le cas pour Winnie Atonio pendant un certain temps en équipe de France. Alors c'est vrai que contre le Pays de Galles on a peut-être pris l'excuse de se dire, comme il n'y avait pas Romain Taofenois, on voulait vraiment un costaud à mêler, donc on a mis Mohamed Aouas. Oui, voilà. Là, le deuxième Lyonnais est de retour.
Et il y a encore une fois Mohamed Aouas, donc ça prouve que ce n'était pas non plus pour sa solidité à mêlée ou seulement sa solidité à mêlée que Mohamed Aouas avait été choisi pour être sur le banc. Peut-être que le staff, je pense que le staff se méfie vraiment de la mêlée anglaise qui a tordu la mêlée irlandaise la semaine dernière. Et je pense que là, c'est vrai qu'entre un joueur qui doit être certainement plus performant balle en main et un autre, donc Demba Bamba, et un autre qui va être plus performant en mêlée fermée, ils ont préféré la mêlée fermée parce que voilà, ce match, il y a de fortes chances pour qu'il se joue à pas grand chose vu le niveau d'excitation des Anglais et je pense que le staff a voulu privilégier cette option, quoi. Voilà. Justement, on parlait du banc, mais c'est le retour du 6-2 aussi avec Romain Taofifénois. On était un peu inquiet aussi face aux Gallois. Là, il y a toutes les forces. Il y a Thibaut Flamand qui couvre les deux postes, deuxième, troisième ligne. Il y a Dylan Crotin pour le secteur de la touche. Il y a bien sûr Romain Taofifénois qui est sûrement depuis le début du tournoi le meilleur remplaçant, même s'il y a Peato Bovaka également. Là, il n'y a pas d'excuse, c'est l'équipe type, c'est le banc parfait pour vaincre ces Anglais et s'offrir le 10e Grand Chelem de l'histoire du rugby français. Ouais, le retour du 6-2, hein, voilà, on peut dire ce qu'on veut, on peut sortir toute la poésie qu'on veut sur cette équipe de France, mais on a bien vu que depuis le début de ce tournoi, le but c'est quand même de casser la bouche à l'adversaire en faisant entrer à l'heure de jeu des joueurs particulièrement puissants. Et on parlait de joueurs qui sont un peu réduits qui sont malheureux. Enfin, moi, j'aime pas dire réduit à ce rôle, mais en tout cas, c'est un rôle dans lequel Romain Taofifénois brille et il est excellent. Je sais pas si c'est réduit à ce rôle parce que Fabien Galtier l'a toujours dit. Oui. Les finisseurs, tu vois, voilà, bien sûr. Et puis moi, même Jean-Baptiste Gros, même Peato Movaka, enfin, je veux dire, nos finisseurs font un travail de fou et ils nous ont sauvé la mise une paire de fois sur ce tournoi, quoi. Je vous interromps, monsieur Valzer, parce que nous avons quelqu'un en direct de Marcoussis et c'est Pierre-Laurent Gou qui a assisté à la conférence de presse de Raphaël Ibanez et voilà, on le voit, il y a le terrain derrière. Salut Pierre-Laurent, est-ce que tu m'entends ? Salut Vincent, salut Max et salut Simon. Salut. Je vous entends très bien et je vous entendais parler des remplaçants et pas des finisseurs, s'il vous plaît. On tient au mot. Ouais. Alors Pierre-Laurent, toi qui a passé la matinée à Marcoussis et qui n'est pas encore parti comme on le voit, il règne comme un air de sérénité avant ce choc face à l'Angleterre du côté de Marcoussis avec les Bleus ? Oui, exactement. Sérénité, décontraction, je vous avoue, ça m'a un peu surpris. Moi, je suis un peu de la vieille école. J'ai souvenir que leurs aînés, veille ou avant-veille de tournoi, de tournoi et de match pour le Grand Chelem, étaient déjà vraiment enfermés un peu dans leur bulle. Là, pour l'instant, les quelques joueurs qu'on a pu croiser un peu de loin, où Fabien Galtier et Raphaël Ibanez qui se sont présentés à nous, étaient souriants, décontractés. Les Bleus vont d'ailleurs quitter Marcoussis dès cet après-midi pour se rendre en région parisienne, un hôtel un peu différent de leurs habitudes cette année. Mais l'enseignement, et je rebondis un peu à ce que vous disiez là à l'instant, on en reviendra peut-être sur une question, c'est que Fabien nous a avoué en fait que sa formule 6-2, c'est tout le temps sa formule, 6 avant et 2 3 quarts, parce qu'il nous a avoué qu'en fait, s'il était passé à 5 avant et 3 3 quarts pour le Pays de Galles, c'est en raison des tests positifs du Covid au dernier moment, le jeudi matin, juste avant d'annoncer la compo de Damien Penaud et Romain Taofifénois. Ouais, on en a parlé, Pierre-Laurent, mais le staff avait l'air quand même tranquille dans sa conférence de presse, puisque c'est l'équipe type des Bleus qui va affronter le 15 de la Rose. Il ne pouvait pas espérer mieux, quand même, Fabien Galtier, d'avoir toutes ses forces lors de cette finale pour le Grand Chelem. Oui, il est très content de ça, on l'a senti là-dessus. Il a insisté, il nous a donné des données, le fait que c'était le 25e match ensemble, le fait qu'il avait une moyenne de 20 sélections par joueur. Donc il est content parce qu'il avait insisté au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de son mandat avec sa fameuse flèche du temps qu'on ne comprenait pas tellement, mais où c'était important. Il disait que l'histoire commune à vivre ensemble était importante et à trouver avant la Coupe du Monde. Donc là, il a incité aussi, on a compris avec des petits moyens de motivation, parce qu'il dit qu'à chaque fois, pour l'instant, l'équipe de France qu'elle était dans une compétition, elle était en passe de jouer la gagne sur le dernier match, mais que pour l'instant, elle avait toujours fini deuxième. Donc on sent que ça le titille quand même un peu, mais tu as raison, donc tu as dû le ressentir devant ton écran de télé. C'est vrai que sérénité, décontraction étaient les maîtres mots aujourd'hui. On a senti Pierlot quand on lui a parlé, un journaliste lui a posé la question des mots d'Eddie Jones, qui a dit qu'ils allaient venir gagner en France sans trop de problèmes. On a senti qu'il était quand même, que ça l'avait quand même un peu touché. Il a répondu à demi-mot, mais on a senti que s'il avait pu être sur le terrain et pour jouer aussi, il aurait bien aimé.
pour avoir fait quelques conférences de presse de Fabien Galtier, il a été touché, mais il l'a pris avec humour. Alors que d'habitude, ça pouvait le piquer. Max, tu vois, souvent, Fabien, c'est quelqu'un qui notamment en conférence de presse, a du mal à cacher ses émotions. Et quand tu le piques ou quand tu le vexes, il rebondit vite. Et là, il s'en est bien tiré. Joli. Il n'est pas tombé parce qu'il sait très bien que ses propos vont être aussi analysés par la presse anglaise. Et donc, il n'a pas mis d'huile sur le feu. Tu vois, il a loué le fait que l'Angleterre faisait partie des 4 géants de ce rugby, même s'il a aussi terminé sa phrase après 3 petits points en disant que la France appartenait aussi à ces gens du rugby, mais il a dit que il a rappelé leur palmarès, je crois 19 matchs sans défaite, le Grand Chelem en 2015, donc il avait préparé là-dessus, donc il a fait attention, il s'est plutôt bien débrouillé là-dessus. Il a donné un petit rendez-vous à 21h quand même samedi, en rappelant que ça se jouerait là et pas avant, quoi. Oui, et par contre, il a eu, même s'il a pris quelques précautions à toi, il a répondu à une confrère sur le fait qu'il était là où il voulait que son équipe soit. Il voulait être dès le début en passe de jouer ce Grand Chelem. Tu vois, on l'avait un peu tous deviné, on en avait parlé, je crois même avec toi, que ce soit en off dans la rédaction. C'est-à-dire que voilà, le Grand Chelem était tabou que en termes de communication. En fait, voilà, depuis le début, l'équipe de France voulait jouer le Grand Chelem, voulait gagner un titre parce qu'on sait que c'est ça qui manque à ce groupe. Et ils sont à 80 minutes de le faire. Et encore une fois, Pierre-Laurent, il y a aussi une question à propos du capitaine d'Antoine Dupont. Alors, c'est un peu, on va dire, une question transversale par rapport au match de samedi. Mais il a encore une fois botté en touche aussi, notre ami Fabien Galtier. On sait que Charles Olivon a fait son retour sur le terrain la semaine dernière. Il y a une petite question piège quand même. Il n'a pas l'air d'accord. Oui, non, il a botté en touche, mais pas tant que ça. Il a donné quand même quelques éléments. Tu vois, il a quand même insisté sur le fait que pour l'instant, Antoine Dupont se sortait parfaitement des situations. Il a sorti cette phrase, je l'ai retenue, je viens de l'écrire. Il a su trouver à chaque fois des réponses différentes aux situations qui lui étaient données. Donc, oui. Il a tenu à citer Charles Olivon parce que c'était son capitaine, ça a été son premier choix. Il l'avait choisi dès la Coupe du Monde 2019. Il espère toujours peut-être en faire son capitaine pour 2023. Mais on sent qu'Antoine Dupont a marqué des points, et pas seulement dans l'esprit du grand public, dans l'esprit du sélectionneur en tant que capitaine. Okay. Parce que le fait aussi, on a souligné qu'il y avait encore dans ce groupe qui est à 28, il y a encore 10 Toulousains, 9 qui seront sur la feuille de match, plus un supplémentaire. Donc il est conscient aussi de tout ça, Fabien Galtier. Dernière question pour toi, Pierre-Laurent, après on te libère de Simon. Oui, Pierre-Laurent, je voulais connaître un peu ton ressenti lors de la conférence de presse, cette réponse qui m'a un peu interpellé de Raphaël Ibanez, qui a un peu apostrophé une journaliste qui parlait au conditionnel, qui parlait du Grand Chelem. J'ai l'impression quand même que le staff, ça a une position un peu ambivalente. Ils ont très envie, bon ça y est, le Grand Chelem est un objectif, ils ont très envie de le décrocher, de le faire, mais il faut pas en parler quoi. Je voulais voir comment tu avais ressenti ça en live toi à Marcoussis. Ouais, alors moi j'ai eu plus l'impression que Raphaël voulait enlever le conditionnel parce qu'elle avait mis 2 si dans sa question. Et alors, c'est le rôle de Raphaël Ibanez, qui est l'ancien Joe Mazzo du temps de Bernard Laporte, quand Bernard Laporte était sélectionneur. Il est là pour arrondir les angles, il est là pour répondre aux questions quand ça dérange, quand ça pique, justement. Bon, là, la question n'était pas... Il y avait peut-être un peu trop de conditionnel au goût de Raphaël, qui a voulu insister sur le fait, parce qu'il sait très bien aussi que ses propos sont écoutés par ses joueurs. Et je pense que c'était pour fixer l'objectif. Et il ne veut pas qu'il y ait de conditionnel. L'objectif, c'est gagner le tournoi. On est à 80 minutes. Voilà. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai eu l'impression qu'il voulait enlever le conditionnel de l'objectif et qu'il ne voulait pas qu'il y ait de conditionnel parce que souvent, comme on dit, avec des si, on fait l'histoire. Ok. Ben, merci Pierre-Laurent de ton intervention. On voit que, d'ailleurs, si tu vas aller t'entraîner un peu, Pierre-Laurent, je vois qu'il y a l'équipe de France des moins de 20 ans qui était derrière toi. Si tu veux aller te rappeler ta petite jeunesse, tu peux aller sur le terrain derrière toi. Merci d'être intervenu dans l'émission. C'est les moins de 18 ans, parce qu'ils sont au-dessus sur la passerelle derrière moi. Et je risquerais de leur mettre la misère, donc je vais rester en civil. Merci Pierre-Laurent, bon après-midi et merci d'être passé dans l'émission. On te libère. Merci. Ciao, merci les gars, ciao. Donc, messieurs, voilà, on a passé quelques minutes sur la composition. On a parlé de la conférence de presse avec Pierre-Laurent qui était sur place. On va rentrer dans le vif du sujet, dans le match. On parlait depuis le début de ce tournoi de cette génération qui a battu les All Blacks, menée par les Dupont, Ntamak, tout ça. Est-ce que cette génération, Simon, elle rassure tout le monde? Et justement, avant ce match, beaucoup nous ont dit, notamment nous au Midi Olympique, qu'on était assez serein
est-ce que cette génération elle tranquillise ses supporters? On n'est jamais inquiet avec cette génération lors de ces gros matchs justement. Bah en tout cas, cette génération, là où elle est vraiment douée, c'est qu'on le voit, et Pirlo le disait en confessant qu'il était lui-même de l'ancienne école, c'est vrai que ce sont des jeunes joueurs qui rentrent tard dans leur match, même s'ils le préparent largement en amont. Mais c'est vrai que c'est fini en fait, c'est un peu la génération qui a tué les mises au vert, les longs discours, les moments d'isolement, les trucs vraiment où on se renferme. Parce qu'ils en ont pas besoin. Ben, en tout cas, ils arrivent à faire sans quoi. Et c'est vrai que les anglo-saxons, pour avoir joué un peu dans le monde anglo-saxon, je peux vous assurer que les Anglais, les Néo-Zélandais, ils arrivent 1 heure avant le match, ils posent leur sac et puis boum, ça y est, ils ont switché quoi. Cette génération-là, elle est un peu dans ce genre-là. Ils sont capables de rigoler encore jusqu'à peu de temps avant la rencontre. Et puis surtout, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que pour leur maturité, ils sont capables de sortir de toutes les situations. Et puis Fabien Galtier l'a dit en conférence de presse en évoquant le cas d'Antoine Dupont, qui s'est avoué admirable dans son rôle de capitaine. Oui. Ces Bleus ont dû affronter vraiment différents contextes, différentes contraintes. On a eu le Covid, on a eu des matchs à l'extérieur, il y avait le piège de Murrayfield, on craignait aussi énormément le piège de Cardiff, voilà. Et ça s'est vérifié. Je vous avais dit que ces Gallois, ils allaient être pénibles, ils l'ont été, ils ont fait leur match sur 2 coups de pied de Dan Bigard, mais on ne sait pas comment, et ça reste pour moi une énigme. Ils ont réussi quand même à tenir, à jamais être décrochés. Et voilà, ces Bleus ont vraiment des ressources, une sérénité, un calme impressionnant. Après, c'est ce que les gens se disent, et je le vois dans le chat et on le voit au quotidien. Tu dis qu'il y a des pièges qui sont tendus tout le temps, on en parle souvent, que ce soit Murrayfield, le Millennium, les Blacks quand ils viennent. Il y a des pièges, mais à chaque fois, les Bleus, les pièges, ils passent à travers. C'est surtout que c'est une génération, en grande partie, qui a gagné. Déjà, on parle, Pierre-Laurent le disait, il y a 10 Toulousains dans les 26, donc c'est des joueurs qui ont gagné le Brennus la saison dernière, qui l'ont sûrement peut-être aussi gagné en 2019, et il y en a beaucoup, on en parle de cette génération championne du monde des moins de 20 ans. Ces joueurs, ils sont pas stressés avant les matchs, on a l'impression, mais à la fin du match, ils lèvent les trophées, donc pourquoi ils changeraient? C'est une génération qui gagne en souriant, on a l'impression. Bien sûr, après on sait l'importance de la dimension mentale dans un jeu de rugby. Dans le jeu de rugby, voilà, soit on a la baraka, soit on l'a pas, soit on a confiance en soi et puis tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, ça marche, et soit on l'a pas et puis voilà. Enfin, on voit bien tous les week-ends dans Top 14, on voit bien que les dynamiques se vérifient. Alors bien sûr, il y a plein de raisons qu'on va pas, mais je veux dire, c'est vrai, tu as raison quand tu dis que cette génération, elle est habituée à gagner. Je veux dire, ça lui tombe pas du ciel quoi. Elle s'est habituée à gagner. Elle a pas gagné. Elle a confiance en elle. Elle a pas gagné une 6 Nations. Elle en a perdu sur Ric-Rac 2 ou 3, 2. Bien sûr. Mais bon, on sait que il y a eu un 6 Nations, le premier, on va dire, cette génération qui ne s'est pas terminée à cause du Covid. Donc c'est une période qui a été qui s'est terminée plus tard. On aurait plus tard, mais bon, c'est toujours pareil. Là, par exemple, si ce France-Angleterre, on le jouait en octobre ou en novembre, ce serait pas pareil, même si tu joues le Grand Chelem. Pour l'instant, ça fait 2 fois qu'on termine deuxième. Parce qu'il faudrait pas que ça fasse 3. Alors, n'en déplaise à l'expression que tout le monde connaît. Non, déplaise à Max qui veut des titres. Moi, je pense que même si on signe pas si cette équipe de France ne signe pas le Grand Chelem, et si elle le remporte, ou même si elle perd, moi je pense qu'on aura appris et que cette équipe aura progressé sur plein de trucs. On a assez appris là, non? Là, ça suffit. Bah oui, non, mais bien sûr. Ça suffit d'apprendre. Bien sûr qu'il faut un titre. Mais je t'assure que sur l'ensemble du tournoi Destination, cette équipe a progressé sur plein de secteurs. Mentaux, techniques. Si elle sort de là sans lever le trophée, elle aura progressé certes, mais elle va se dire putain, on va jamais y arriver quoi. Aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà avant Murrayfield, on avait dit attention, il y a le piège de Murrayfield. Ils l'ont fait. Avant Cardiff, on a dit attention, machin, ça va être incomplet. Hop, ils s'en sont sortis. Tout ça, c'est acquis. Je veux dire. Après, bien sûr que je sais, je comprends je prends la mesure de l'étendue de la frustration s'il n'y avait pas de titre ce week-end. Puisque tout le monde l'attend, et on a très peur de ne pas l'avoir. C'est aussi ça le problème. Mais cette équipe a progressé sur le tournoi, et ça, pour moi, je regarde plus loin. Pour la perspective de 2023, ça c'est très bien.
tu donnes une magnifique définition de la défaite encourageante. Quoi. Non, mais c'est qu'on clair, on a c'est connu clair. pendant 5 ans avec l'équipe de France, les défaites à la 82e contre l'Afrique du Sud, voilà, bon, il y a parce une victoire. On fait quoi concrètement? On perd celui-là, on gagne pas le Grand Mais Chelem, non, on gagne bah pas le après, tournoi. On va pas se mentir. On arrive à une autre l'Écosse, finale au tournoi prochain ou à la Coupe du Monde. C'est des matchs, on aura notre On a discours. On va appris. dire bah, cette équipe, au final, là j'avais gagné, Alors, elle a pris. on va Bon. arriver contre la Nouvelle-Zélande au match d'ouverture Coupe du Monde. Alors on n'a rien gagné. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on a appris? Ah, les gars, là où je vous dis, on va vous donner des Les gars, leçons. vous êtes de mauvaise foi. Une équipe, ça se construit. Non, mais oui, il a raison. Le staff nous en Et parle justement, depuis 2 ans. Ça se construit en 2 ans. Oui. Depuis 2020. Bien Même, sûr. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression qu'à chacune de ces sorties et à chaque compétition, il y a les quelque Bleus chose de plus. franchissent un Oui, oui, palier. un palier. On Non, mais c'est stagne clair. Ça, je pas, comprends. on recule pas. Voilà, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent et ça, c'est super. Justement, on parle de titres. Alors, toi, tu n'es peut-être pas d'accord. Est-ce que, Simon, ça a fait débat déjà dans la rédaction du Midi Olympique quand j'ai évoqué cette question. Est-ce que c'est le plus gros match du 15 de France depuis 10 ans? Et j'entends bien depuis 2012, du coup, parce qu'on m'a dit que quand on dit 10 ans, on va vite vers 2010. Il n'y a pas 2011, il n'y a pas la Non, finale. il n'y a 2011. pas 2011. C'est depuis 2012. Est-ce que c'est le match, malgré 2 Coupes du Monde en 2015 et 2019, les 2 quarts de finale, est-ce que c'est le match le plus important que va jouer le 15 de France ce week-end? Enfin, Je ça, demande au chat. Je demande demande au au chat. Oh, Voilà, tu vois, ça fait débat, Simon. c'est Il a du mal à répondre. c'est très difficile. Bien, bah, je sais pas. Souvenez-vous de France-Nouvelle-Zélande aussi. On est tous sortis ébahis de ce match. Après, le truc, c'est que c'était Il y la a pas Nouvelle-Zélande d'enjeu, il y a était pas quand même. d'enjeu. Non, oui, il n'y avait pas d'enjeu. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire gros match? Ça veut dire quoi? Sur Mais l'enjeu, sur le Match en jeu, l'adversaire? match il y a quand même un grand chelem au bout de 80 minutes. Parce que l'Angleterre n'est quand même pas au sommet de sa forme. Faut être. Mais là où je te rejoins, c'est bien sûr, oui, là il y a un titre et surtout il y a un grand chelem qu'on n'a pas vu depuis 12 ans. Donc dans cette mesure, oui, Ça, c'est le C'est plus gros. compliqué à hiérarchiser. le On plus a joué grand un quart de match, finale de mais bon. Coupe du Monde. Oui, mais c'est Bon, c'est exactement la discussion qu'on avait dans la rédaction avant cette Mais émission. les gens, tu vois, dans le chat, je disais que j'allais leur poser la question. Clairement, Yo-Yo qui dit oui, c'est le plus important, on a besoin de passer un palier. Théo qui dit pour l'histoire du rugby français dans les 10 dernières années, très certainement. Juju dit oui, En fait, oui, il n'y a que des oui. Hein. Je ne sous-estime Bien sûr. Puis Je il sous-estime faut un titre, voilà. en aucun cas les Coupes du Monde, pas un quart de finale, c'est un jeu, mais il n'y a pas de titre au bout. Oui, non, tout à J'ai- fait, tout à fait. C'est qu'une marche. Là, c'est la marche ultime. C'est quand t'as fini, t'es arrivé au sommet, t'as le titre dans les mains et t'as le grand chelem et Ouais, tu c'est fais la sûr. fête, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est le match le plus important, quoi. Et pour vous rejoindre, je vais faire un pas, Il fait un pas vers nous, dans votre putain. sens. Il faut un titre parce que comme ça sera une nouvelle étape dans la construction Voilà. de cette équipe en Voilà. vue de 2023. En vue de la Coupe du Monde dont tout le monde pense depuis maintenant plusieurs mois. Simon, tu t'occupes de la rubrique internationale dans le Midi Olympique, donc tu t'y connais plus que tout le monde en termes au niveau de l'Angleterre. Je viens de raccrocher avec Eddie Jones, qui m'a dit le plus grand bien de toi au poste de 3ème ligne centre. Non mais qu'est-ce qu'on peut craindre? On a parlé de la mêlée de ces Anglais. Tu t'es dit que c'était pas la meilleure Angleterre de l'histoire, ils sont pas en forme les Anglais, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut craindre réellement? Bon, on l'a rapidement abordé tout à l'heure, la mêlée. Et la menace numéro 1, c'est Ellis Genge. Ellis Genge, ouais. Voilà, Ouais. Ellis Genge, Qui le sera pilier gauche. Face à Winnie Antonio. Voilà, du coup. qui sera face à Winnie Antonio. Sortez-vous Donc, du Ellis milieu. Genge, Ouais. ennemi numéro 1. Voilà, soyons clairs, la Mais mêlée, il va numéro un vraiment pour sa coiffure ou pour sa tenue à mêlée? pas pour sa coiffure. Non mais c'est Que je trouve horrible, mais pour sa tenue en mêlée, voilà. Et puis non, ouais, il est dans une forme olympique. Il en était ce incroyable moment. contre Il l'Irlande. est là. incroyable. Ouais, surtout contre l'Irlande à 6. Ouais. Enfin à 7 dans la mêlée avec Ouais, Jack ouais. Nowell qui poussait derrière lui, donc c'était un ailier. Oui, oui. Donc, et c'est Tad Furlong en face. Non, On a dit surréaliste. le meilleur pied droit du monde. Enfin, Tac c'est Furlong qui exceptionnel. a été pénalisé 3 ou 4 fois. Mais c'est un truc de 3 ou fou. Il a 4 fois il a en plié en mêlée quatre, on peut fermée. le dire, quand même. Ouais, Il il a- l'a plié en Il 4. y a beaucoup de gens, vous parlez d'Ellis Genge qui a plié en 4 Furlong et d'autres adversaires. Les gens dans le chat, on a quelques techniciens, je pense, de la mêlée qui disent qu'il est peut-être à la limite de pousser C'est toujours pareil. dans l'axe à Moi, chaque fois. Alors je suis pas le plus grand spécialiste, pourtant j'ai joué pilier, vous le savez tous. C'est ce qu'expliquaient Léon Gerard. les Irlandais toute cette semaine. Oui. Ils ont débriefé le match et ils ont dit, les Irlandais en gros disaient qu'il y avait pas mal de décisions qui étaient en 50-50 et comme eux ils n'avaient pas été capables de donner une bonne image de leur mêlée, l'arbitre français de la rencontre, Monsieur Reynal, avait pris des décisions contre eux. Bon, Oui. non, Ouais. ça n'enlève Bon, non. rien. À la performance d'Ellis Genge qui, avec Jamie George, redoutable talonneur en mêlée Oui. fermée, ils ont explosé la mêlée irlandaise. Du En coup, face, c'était voilà. Tag Furlong qui, jusqu'à il y a qui est toujours l'un des Meilleur meilleurs droitiers au au monde. on peut le Donc dire. il faut vraiment souligner ça. Après, l'autre menace qu'on pourrait... Marcus Smith,
peut-être. Marcus Smith, bien sûr, Même l'ouvreur. si voilà, cette année il est pas un peu tout seul, mais bon quand même on l'a vu faire des énormes performances, mais ça prouve aussi qu'à côté, si lui les fait pas, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui peut les faire actuellement. En fait, oui, je pense qu'il manque vraiment, il manque Manu Tuilagi en fait Oui. à cette ligne d'attaque, et je pense que Manu Tuilagi par sa puissance et sa dimension physique, je pense il pourrait permettre, il fixerait beaucoup plus de défenseurs et ça pourrait permettre à Marcus Smith de s'exprimer encore plus. Voilà. Donc je pense que vraiment l'absence de Manu Tuilagi, elle impacte fortement cette attaque anglaise. Et puis après, il faut aussi dire que elle va pas pouvoir, cette équipe anglaise va pas pouvoir compter sur Tom Curry, qui est le flanqueur qui est blessé, qui va être remplacé par Sam Underhill. Alors, on n'a pas encore la composition. Il faut le dire, à l'heure où est enregistrée l'émission, on n'a pas la composition de l'Angleterre qui tombera ce jeudi soir, donc il y a encore quelques doutes sur normalement ça devrait être Sam Underhill qui n'a que peu joué dans Eddie Jones dit qu'il n'est pas totalement en forme, mais bon, on connaît Eddie Jones, on en a parlé. Méfions-nous de Sam Underhill, il a de la qualité, qui a fait toute la Coupe du Monde 2019 au Japon avec Tom Curry justement. On les avait surnommés les Kamikaze Brothers parce qu'ils tuaient tout le monde, puis ils mettaient la tête partout. Donc un joueur dont il faudra se méfier, et surtout le numéro 8, Sam Simons, qui a fait un super match, qui devrait être titularisé en 8, à moins que ce soit Alex Dombrandt, mais selon les dernières nouvelles, c'était Sam Simons. C'est surtout devant la menace, les gens le disent dans le chat aussi, la ligne de 3/4 anglaise, elle est beaucoup moins impressionnante que ce qu'elle a pu être. Oui, bien sûr, et puis il y a eu des absents, il y a Max Malins qui a été écarté, qui a été laissé à disposition de son club. À l'heure, nous, on vient de boucler le journal, on ne sait pas encore si le jeune Luis Laina, qui n'est autre que le fils du joueur légendaire des Wallabies, Michael Laina, sera titulaire à l'aile, mais c'est l'un des deux rares spécialistes au poste d'ailier qui reste dans la liste qui a été donnée par Eddie Jones. Mais c'est sûr que au centre il devrait y avoir Joe Marchant. Bon, c'est pas Manu Tuilagi, c'est pas le même joueur. Après, la ligne arrière, elle souffre surtout de la comparaison avec la ligne arrière bleue, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec la ligne arrière de l'équipe de France aussi. Donc forcément, quand on voit les performances de l'Angleterre, on a du mal à les imaginer dominer le centre du terrain, par exemple. Jonathan Danty, Gaël Fickou, on a du mal à les voir souffrir, même si c'est des joueurs d'énormes qualités. Mais Henry Slade et Joe Marchant, s'il est titularisé à numéro 13, ou Elliot Daly, possiblement, on a du mal à les voir dominer quand même le centre du terrain. Oui, surtout que là, l'association Fickou-Danty, ça carbure du feu de Dieu. Et je pense que Eddie Jones craint un peu ce relatif manque d'expérience dans sa ligne de 3/4, parce que selon les dernières infos dont on dispose, il devrait titulariser Ben Youngs plutôt que le jeune Harry Randall, qui avait jusqu'à maintenant enchaîné les rencontres. Qui a un petit feu follet, mais qui oublie des fois les bases. Là, Ben Youngs, plus de 100 sélections, Centurion. C'est une équipe l'Angleterre, les gens en parlent. On a vu que Dan Biggar nous a mis à mal un peu avec son jeu au pied. On sait qu'on est mis à mal par le jeu au pied adverse, les chandelles, les ballons hauts. Est-ce que c'est une équipe qui l'utilise, qui en abuse, qui l'utilise pas du tout? C'est un peu. Moi je dirais qu'ils ont, surtout avec des joueurs, je sais pas si c'est dommage qu'on n'ait pas encore la composition, mais ils ont des joueurs qui sont de très bons buteurs. Moi je pense le premier qui me vient, c'est Elliot Daly, qui a 50 mètres, qui a un jeu au pied qui sera utile dans l'occupation ainsi que dans les tirs au but de longue distance, comme tu le dis, Vincent. Marcus Smith, c'est connu, on le connaît pour être un très bon ouvreur à la main, un mec qui fait des différences, qui n'a pas peur d'agresser la ligne adverse. Après, c'est clairement pas Ronan O'Gara ou Dan Biggar, quoi. C'est un petit jeune qui a un énorme talent, et c'est quelqu'un. À la limite, ça nous va bien comme genre de joueur. Démarrer, peut-être. Mais si Ben Youngs démarre, ça change quand même pas mal la donne. Moi, je pense qu'un joueur comme Ben Youngs, à mon avis, les petits flottements qu'a eu Melvin Jaminet au cours de ce tournoi il y a quelques semaines n'auront pas échappé aux Anglais. On rappelle que les Anglais ils viennent ici sans pression, avec la seule volonté. D'ailleurs, Jamie George, elle a encore dit ce matin,
avec la simple volonté de gâcher la fête. Donc c'est sûr que voilà, je pense qu'ils vont chercher aussi à isoler les joueurs du triangle arrière. Chose que n'avaient pas faite assez étonnamment les Écossais, et que les Gallois, voilà, en 2 coups de pied, Dan Bigard, on a vu qu'il nous avait mis à mal. Donc, on a parlé de la ligne arrière, on a parlé de la première ligne, mais il y a un petit joueur à numéro 4 aussi du côté de l'Angleterre. On dit peut-être qu'il triche, mais bon, on n'ira pas jusque-là. Mais Maro Itoje, quand même, qui a été lui aussi énorme face à l'Irlande. Les molles, tout ça, lui, il aime bien. Il a des bras qui font à peu près 3,50 m de long, donc forcément, le ballon, c'est plus facile de l'attraper. Mais c'est aussi une des plus grosses menaces de l'équipe d'Angleterre. Maîtriser, et ce sera peut-être le boulot dans le duel face à Cameron Waukeez, qui lui aussi est un peu dans le même style. Alors, peut-être moins solide, mais autant longiligne en tout cas. Ça va être un énorme duel et ça va se jouer là surtout aussi. Face à des joueurs comme ça, il faut des shérifs. Voilà, il faut un mec comme Paul Willemse qui a fait un excellent match la semaine dernière, notamment en défense. Il faudra que Cameron Waukeez augmente encore son curseur d'agressivité. Vraiment, parce que oui, voilà, Maro Itoje, c'est vraiment impénible. Quand on le croise, il est super intelligent, il a une voix super douce, il s'exprime très très bien. Tu l'as croisé souvent, Maro Itoje? Là, on a joué l'un contre. Enfin, je peux pas te. Avant qu'il arrive au Saracens, on s'était croisés. Et c'est un mec admirable, mais sur un terrain, vraiment, c'est un lion, quoi. Voilà. Donc, il va vraiment falloir. Mais à l'image. D'autres types comme les Jamie George, t'en veux des pénibles là dans cette équipe-là. Ça reste les Anglais. Ça va taper aussi fort. Ça va être un match où ça va taper aussi fort contre l'Irlande. Tout le monde s'est fait la réflexion contre l'Irlande, parce que c'était un match la vraiment grande question. Mais vu comme ça a tapé fort la semaine dernière, alors que les Anglais ont été réduits, je le rappelle, et ça c'est une donnée importante, ils ont été réduits à 14 après seulement 82 secondes de jeu. Donc ils ont joué 78 minutes à 14 et ils ont eu un jour en moins de récupération. Ça c'est important aussi, parce que même s'ils veulent gâcher la fête, au bout d'un moment, quand t'as plus de jus, t'as plus de jus. Oui. Donc ça peut vraiment compter en fin de rencontre. Jouer à 14 contre une équipe comme l'Irlande, j'aurais pas aimé. Je me demande dans quel état ils étaient le lendemain, les mecs. Parce qu'en plus, ils jouent à 14, un jour de moins de récupération. Au contraire, les Français récupèrent quasiment leur meilleur remplaçant, Romain Taufinois, 1-6-2. Du coup, beaucoup plus d'avant, beaucoup plus de possibilités. Du coup, on peut dire que tous les feux sont ouverts quand même du côté français. Oui. Sur le papier, on se dit on a du mal à les voir trébucher. Clairement, match à domicile. Voilà. En plus, les Anglais l'ont dit dans la presse, le public les fait un peu flipper. Oula. Parce que d'ailleurs, Jamie George il disait ça ce matin, c'est pas qu'il les fait flipper, mais il dit le truc le plus important qu'il faudra faire, ce sera vraiment un peu comme les. Je sais plus quelle nation disait ça, c'était de réduire le public du Stade de France au silence. C'était l'Irlande, voilà. Et, ça va pas marcher. Et non, ça va pas marcher déjà parce que le public est vraiment chaud. Mais il observait que le public français avait tendance à s'éteindre sur des fautes de main, des trucs comme ça. Donc en gros il disait qu'il fallait surtout pas que eux les Anglais commettent des fautes, parce que c'est le genre de truc qui fait vraiment monter le public en pression. Donc s'il vous plaît, chers amis qui vous serez au stade, on lance un appel au peuple, faites du bruit de la première à la 80e minute, même si on fait des en avant, voilà. Criez tout ce que vous pouvez. En tout cas, on l'a compris, ça va taper fort quand même samedi soir face aux Anglais, même des Anglais qui sont pas non plus totalement en confiance, mais ça va taper fort. Messieurs, comme le veut la tradition, on va clôturer par le pronostic, clôturer cette analyse de la compo par le pronostic de ce match. Et bien sûr, Max, tu vas t'y coller aussi comme d'habitude, mais Simon, qui parle beaucoup aujourd'hui, tu vas te lancer en premier et on s'appuiera sur toi. On connaît tes qualités en termes de pronostiqueur, donc on va te suivre pour essayer de gagner quand même. 20-14 pour la France. 20-14 pour la France, du coup. Ok, match serré ou... On a peur quand même dans le match, d'après toi, Simon. On va dire il y a 15-14 à la Les ressources, moi je me méfierais des ressources mentales des Anglais, parce que vraiment ils m'ont vraiment impressionné la semaine dernière. Mais je fais confiance à cette équipe de France qui, comme on le disait, a toutes les ressources, toutes les capacités, et donc tous les voyants sont ouverts pour remporter ce match. Voilà. Dans le chat, il y a du 35-12, du 39-25, du 19-12. Après, les gens sont confiants, il n'y a pas beaucoup de matchs qui se terminent à moins de 10 parce points que d'écart. Cette équipe de France dégage énormément, donne beaucoup de confiance. Et beaucoup de sérénité. Tu parles du chat, Max? Vas-y, non, mais parce que les gens sont confiants, mais moi je suis confiant. C'est facile de dire le résultat déjà. Je suis complètement confiant. Non, franchement, je pense qu'on va gagner avec au moins 10-12 points d'écart. Vous êtes des plus grands spécialistes que moi, vous le savez. On l'a lu dans le Midi Olympique récemment, avec toutes les interviews des anciens chez les Mars et tout ça.
Olivier Magne l'a rappelé, à chaque dernier match à peu près, on était en course pour un Grand Chelem, on a quasiment tout le temps mis une branlée. Ah ouais. Donc, mais on reviendra pas sur 2010. Quasiment tout le temps. J'avais la chance d'être né déjà en 2010. Il fallait qu'ils interviennent. Alors, vraiment souvent on a gagné 51-0 une année, on a souvent été et là on arrive, on va pas se cacher, on arrive ultra favori, on arrive vraiment meilleur que ces Anglais là qui tu l'as rappelé encore, ils ont eu un jour de moins de repos, ils étaient à 14. Non moi je vois vraiment plus 15 pour les Bleus. On peut stresser, on stressera même pas, non, on stressera pas. La confiance, la confiance de Max. Du coup, 15 points d'écart, un résultat quand même 30 à 15. Un résultat, non, un match un peu plus, un 22. Un 22-7, ouais, il marque un essai transformé, c'est pas mal. 22-7. Ça peut faire ça aussi. Les Anglais, faut pas qu'ils écoutent ça quand même, parce que sinon ils vont être piqués au oui. Ouais. Je vais me lancer aussi. J'avais dit contre l'Irlande, on m'avait reproché d'être trop serein contre l'Irlande. Alors si j'étais serein contre l'Irlande, vous imaginez que c'est sûr. Là, t'es en tongue là. Non, mais pareil que Max, je vois pas les Français nous inquiéter derrière notre écran parce qu'ils commencent souvent très fort. Il y avait 10-0 contre l'Irlande au bout de la 10e minute de jeu. Moi je pense un 31-17. C'est quoi le scénario qui nous inquiète en fait? On n'a jamais été derrière d'entrée de match à part contre l'Italie 3-0 au tout début. On n'a jamais été mené au score de tout le tournoi. Est-ce que vraiment les Anglais peuvent rentrer sur le terrain, nous mettre une énorme pression et 20 premières minutes où on prend le bouillon? Moi je vois pas du tout ça. Je vois plus. Si, tu vois ça vraiment? Si. Après, tout est possible. Oui, non, mais c'est évidemment possible. Mais regarde ce qui est arrivé aux Anglais, on en parlait la semaine dernière. Un plaquage malheureux. Ça va vite. C'est vrai. Tu perds Paul Villemc. Scénario catastrophe. Plaquage haut, tu perds Paul Villemc à la 3e minute. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets je pleure. Là, c'est plus la même. Là, tu dis pas que tu vas gagner de 15 points. Ah oui, un fait de jeu, ça va super vite. Mais moi, je pense que vraiment. Le seul petit moment où les Bleus ont parfois montré un petit trou d'air, c'est toujours les reprises de deuxième mi-temps. Contre l'Écosse, on a eu un petit peu peur. Contre l'Irlande, on a eu peur. Contre les Gallois aussi. Il y a un quart d'heure où contre les Gallois, ils font quelques fautes bêtes. Et tu te dis, ils vont vraiment se. C'est ce laps de temps-là qui. Il y a cet essai manqué de. Jonathan Davis, il y a le traquenard, vraiment le piège se referme petit à petit. Ils sont sortis, quoi. En Écosse, il y avait la fameuse passe de. Il y a toujours un avant à la fin, les gars. Il y a toujours, quand on a peur, à la fin, il y a un avant. Il y a quelqu'un qui sauve la patrie. Il peut rien nous arriver de toute façon. Donc voilà, on a compris. On voit quand même largement une victoire française et les gens dans le chat aussi, franchement, il y a que Théo qui dit 17-15 parce qu'il a envie d'avoir un scénario où c'est le drop d'un Tamac. Ça, c'est pour éloigner l'œil, Théo. On te comprend. Mais les gens sont confiants et après, il n'y a pas de raison, même si on veut pas se porter l'œil et forcément, ce qu'on dit, le karma, etc., il n'y a pas de raison en ce moment de ne pas être confiant sur la perf des Bleus. Tout peut arriver, mais bon, quand même, on a confiance en ces jeunes. Après, s'il y a plaquage haut de Willem C à la 2e, moi je parle plus à Simon pendant un sacré bout de temps. T'effaces mon numéro et t'effaces mes textos. C'est terminé. Ok, bon messieurs, c'est le moment de clôturer cette émission. Merci à vous deux déjà d'avoir été sur le plateau. Merci à toi. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr sur Rugbyrama et MidiOlympique.fr pour les dernières actualités. On sait que c'est une semaine spéciale Grand Chelem sur Rugbyrama. Vous avez des dizaines d'interviews, des vidéos d'anciens chlemards, des récits sur tous les Grands Chelems français, les 9, et bien, possiblement, on espère faire un récit sur le 10e on a rappelé tout le monde. Voilà, on a appelé beaucoup de légendes françaises, donc vous pouvez aller vous régaler pour ceux qui n'y sont pas déjà allés sur Rugbyrama et sur MidiOlympique.fr. Et surtout, acheter le Midi Olympique demain, ça va être une édition collector quand même si les Français font le Grand Chelem. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr samedi soir pour la 3e mi-temps du Middle et pour revenir sur ce match, on espère avec le sourire. Merci messieurs, merci vous auditeurs. Merci à toi. Bon après-midi et surtout bon match samedi soir sur les antennes de Rugbyrama et Midi Olympique. Ciao tout le monde. Ciao.